Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, ma consoeur Ariel Guillaumeau et moi-même, de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième étape de notre cycle de webinaires consacrés à l'énergie solaire. Je ferai juste une introduction et c'est Ariel qui connaît parfaitement bien ces dossiers, qui est très au fait de l'énergie solaire et de l'agrivoltaïsme plus particulièrement, qui fera le webinaire et répondra à vos questions. Je voulais simplement recadrer le webinaire, à la fois dans notre démarche et dans l'intérêt qui s'attache de plus en plus au solaire photovoltaïque. Notre cabinet a une expérience reconnue dans le domaine des énergies renouvelables sur lequel nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années. Nous montons beaucoup de projets, nous en défendons beaucoup aussi. Et il est tout à fait clair que dans ce contexte, le solaire est particulièrement important. Nous avons donc souhaité faire pour la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, un cycle de webinaires consacré précisément au solaire, qui rencontre un certain succès puisque vous êtes 80, vous êtes inscrits pour le webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi le solaire ? Je sors d'une conférence de presse à laquelle j'ai participé ce matin pour présenter un recours qui vient d'être déposé devant le Conseil d'État par l'association Énergie renouvelable pour tous, qui est une jeune association qui vient de se constituer pour défendre le renouvelable. Nous avons saisi le Conseil d'État pour que les objectifs que la France doit remplir pour 2030, c'est-à-dire pour demain matin, en matière d'énergie renouvelable, soient atteints. Je rappelle que ces objectifs sont compris entre 42,5% et 45%. Qu'ils doivent donc être inscrits dans la PPE et dans la nouvelle stratégie nationale bas carbone, que les premiers calculs que l'on a pu faire quant à la présentation faite il y a une dizaine de jours par Madame Borne et Monsieur Payon sur la planification écologique, on arrive péniblement à 34%, c'est-à-dire qu'on est très très loin des 42 à 45%. Dans le même temps, le patron de RTE, dans la conférence de presse qu'il a faite il y a une quinzaine de jours, a très clairement expliqué, et c'est une évidence, que d'ici 2030, notre seul salut en matière d'électricité, c'est le solaire et l'éolien terrestre. Pourquoi est-ce que c'est notre seul salut ? Pour une raison très simple, c'est que nous n'aurons pas de nouveau nucléaire avant 2035-2040 au mieux. Il n'est pas certain que l'ancien nucléaire puisse persévérer dans sa totalité, d'abord parce que s'il fait trop chaud, il n'y aura pas assez d'eau et donc des problèmes de fonctionnement des centrales, mais surtout parce que l'ASN a expliqué très clairement dans un avis publié la semaine dernière qu'il y avait un certain nombre de réacteurs dont il est probable qu'il faudrait les arrêter dans les années qui viennent. Donc, du nucléaire nouveau, non, constant peut-être, mais ce n'est pas sûr. De l'hydroélectricité, de moins en moins. Et donc, pour répondre simplement aux besoins électriques actuels et pour permettre la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, je rappelle que nous devons d'ici 2030 multiplier par 3 nos efforts. La seule manière de faire, c'est de massifier le solaire et l'éolien terrestre. Dans le solaire, il y a bien sûr tout ce qui est toiture-terrasse, mais il y a également, et c'est ce dont Ariel va vous parler avec le talent qui est le sien aujourd'hui, l'agrivoltaïsme. Pourquoi l'agrivoltaïsme ? Parce qu'il permet de concilier deux impératifs qui sont d'une part la production alimentaire, dont nous avons évidemment besoin, et la conservation de nos sols en état naturel, et en même temps la production d'électricité. Au passage, cela permet d'améliorer le revenu de nos agriculteurs et donc de leur permettre, le cas échéant, de passer à des formes d'agriculture moins consommatrices d'eau et moins consommatrices d'intrants et de pesticides. Donc c'est du win-win-win-win-win-win-win. Voilà. Donc c'est un domaine qui est vraiment très intéressant, qui se développe de plus en plus. Vous avez peut-être vu la semaine dernière une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux d'une rizière
qui étaient couvertes de panneaux photovoltaïques. L'arboriculture, ça fait maintenant longtemps, la vigne aussi. Donc, de plus en plus de cultures font appel à l'agrivoltaïsme et c'est évidemment une manière très rapide et très satisfaisante pour toutes les parties de s'engager dans cette voie. Voilà le pourquoi du comment. Et maintenant, je passe la parole à ma consoeur qui va donc vous expliquer comment on peut effectivement utiliser les règles de l'agrivoltaïsme pour le développer, les avantages que cela procure. Merci beaucoup, Madame Lepage, pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes au deuxième cycle de webinaire sur les 4 prévus et on va parler d'agrivoltaïsme. Alors, l'agrivoltaïsme en pratique, en fait, ça va être les aspects juridiques de l'agrivoltaïsme à chaque étape du projet. Tout ce que vous devez savoir, en tout cas les bases juridiques que vous devez connaître lorsque vous portez un projet d'agrivoltaïsme. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a 4 points principaux dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est bien évidemment faire un petit retour sur la nouvelle loi ENR. La loi que j'appelle ENR, c'est la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Vous me pardonnez, je vais dire loi ENR, ça va beaucoup plus vite. Cette loi a considérablement changé les choses pour l'agrivoltaïsme, puisque jusqu'à présent, il y avait un flou concernant déjà rien que la définition de l'agrivoltaïsme et puis le régime juridique un petit peu particulier qui s'attache en fait aux particularités de cette façon de produire de l'électricité puisqu'il y a un double usage entre la parcelle agricole et la production d'électricité sur le même terrain. Ensuite, je vais vous parler des procédures d'autorisation, des autorisations administratives qui sont nécessaires pour porter un tel projet. Je vous parlerai ensuite du montage contractuel que vous pouvez envisager entre les producteurs d'énergie, l'agriculteur et l'exploitant, et le propriétaire du terrain. On verra qu'il y a quelques particularités du fait de cette relation tripartite. Et puis, on finira très rapidement sur le financement de ce type de projet, les appels d'offres, ce type de choses. Voilà, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. J'avais envie de vous faire quelque chose de vraiment assez touffu pour que vous repartiez avec un ensemble, un panorama de règles assez claires en tête. On commence tout de suite avec le nouveau régime juridique de l'agrivoltaïsme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la loi du 10 mars 2023 qui a véritablement posé un cadre juridique, puisqu'avant, la notion d'agrivoltaïsme n'existait pas en droit. C'était pas quelque chose qui existait dans les textes législatifs, ce qui faisait que les porteurs de projets, puisque bien évidemment les porteurs de projets, comme c'est de coutume, n'ont pas attendu que la loi se fasse pour innover, et c'est bien heureux. Les porteurs de projets, jusqu'à présent, finalement, utilisaient une législation existante qui n'était pas forcément 100% adaptée aux particularités de l'agrivoltaïsme. En particulier en ce qui concernait le photovoltaïque. La jurisprudence aussi avait déjà rendu quelques décisions, mais il y avait une relative incertitude juridique autour de ce type de projet. Et aujourd'hui, la loi permet, alors évidemment, il reste encore quelques flous, mais la loi permet aujourd'hui d'avoir un cadre un petit peu plus précis, un peu plus encadré, un cadre encadré de la production d'énergie agrivoltaïque. Pour l'instant, comme la loi est toute récente, on n'a pas encore les décrets d'application et vous verrez, je vais en parler un petit peu, il y a certains décrets qui sont bien évidemment indispensables pour comprendre comment ils doivent être, les dispositions qui ont été votées doivent être appliquées, mais globalement, on a déjà pas mal d'informations. Alors tout d'abord, la grande innovation, c'est que l'agrivoltaïsme entre dans les objectifs nationaux. Donc, Madame Lepage a parlé de la PPE tout à l'heure, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est désormais officiel. Donc, les textes prévoient que l'encouragement de la production d'électricité issue de l'agrivoltaïsme doit devenir un objectif de notre politique énergétique nationale. Et en plus de ça, la PPE doit contenir une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques. Donc, c'est non seulement un objectif, mais on doit aussi quantifier quel est le potentiel sur le territoire national de production de ce type d'installation pour pouvoir évidemment le développer le cas échéant.
En plus de cela, vous avez désormais des outils de planification donc à l'échelle régionale. Si vous êtes collectivité, si vous êtes une collectivité, vous nous écoutez, si vous travaillez en collectivité, je pense que vous connaissez ces acronymes. Je ne vais pas m'attarder dessus si vous ne les connaissez pas, j'espère que vous me pardonnerez, mais le STRADET, le SRCAE ainsi que le PCAE peuvent désormais fixer des objectifs de production agrivoltaïque. Donc c'est relativement important puisque c'est à l'échelle en fait des territoires, vous pourrez avoir des objectifs particuliers en plus des objectifs nationaux que je viens d'évoquer. Le plus important, je dirais, c'est que nous avons désormais une définition législative de l'agrivoltaïsme. Il n'y en avait pas avant, et là, il y avait donc plusieurs définitions qui avaient été proposées par différents acteurs. Il y avait une définition de la CRE, il y avait une définition de l'ADEME, il y avait plusieurs acteurs qui avaient proposé diverses définitions avec des notions un petit peu différentes. Il y avait des définitions où la production agricole était sur le même plan que la production d'énergie. Parfois, l'une était au-dessus de l'autre, parfois c'était l'inverse. Là, vous avez une nouvelle définition dans le Code de l'énergie. L'agrivoltaïsme, c'est une installation de production d'électricité qui utilise l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où il contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Donc là, on a très bien cette idée de synergie entre la production photovoltaïque et la production agricole. Mais encore, l'installation agrivoltaïque doit remplir plusieurs critères, sans quoi elle ne peut pas être qualifiée d'installation agrivoltaïque. D'abord, elle doit garantir une production agricole significative et un revenu durable à l'agriculteur. Ensuite, elle doit permettre à l'activité agricole d'être l'activité principale de la parcelle. Ça, c'est très important. Ça signifie que vous ne pouvez pas avoir des cultures, ce qu'on appelle des cultures prétextes. La production d'électricité, ça ne doit pas être l'utilisation majeure de la parcelle. C'est vraiment l'activité agricole qui doit rester prégnante. L'installation doit être réversible. Et enfin, l'installation photovoltaïque doit rendre à la parcelle un service. Il y a 4 services qui sont listés. L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Alors très concrètement, amélioration du bien-être animal, ça va être les panneaux qui vont ombrager la parcelle, qui vont permettre notamment dans l'élevage ovin ou caprin, qui est souvent utilisé dans les projets agrivoltaïques, et bien de donner de l'ombre à l'animal. Protection contre les aléas ou adaptation au changement climatique, je dirais que ça va un petit peu ensemble puisque vous avez des panneaux qui sont faits pour s'adapter en fonction soit d'un ensoleillement trop important, soit au contraire d'événements climatiques un petit peu extrêmes, comme les épisodes de grêle, dont on sait l'impact dévastateur qu'ils peuvent avoir sur les cultures. Et bien, ce type de panneau va permettre d'apporter une protection supplémentaire aux cultures et donc de les protéger. Pourquoi je dis que c'est un rapport avec l'adaptation au changement climatique, puisque bien évidemment, avec le réchauffement climatique, ce type d'événement et ce type de dérèglement météorologique est susceptible de se produire de plus en plus. Alors, vous voyez bien que dans ces notions, pour l'instant, ce n'est pas forcément quantifié. Production agricole significative, revenu durable, ces mots-là ne sont pas quantifiés dans la loi. Il y a un décret qui est prévu pour venir préciser ces notions. Un point important, c'est que si jamais l'installation porte une atteinte substantielle à l'un des 4 services que je viens d'évoquer, alors sa qualification d'installation agrivoltaïque est exclue. Et de même, si elle porte une atteinte modérée, limitée à 2 de ces services. Vraiment, l'utilité, en fait, pour résumer, l'utilité de la parcelle de la production photovoltaïque à la production agricole est vraiment très importante dans la définition de l'agrivoltaïsme. J'en viens aux procédures d'autorisation administrative qui sont nécessaires pour monter un projet d'agrivoltaïsme. Vous avez plusieurs autorisations administratives. Le premier type d'autorisation administrative auquel on pense naturellement, c'est tout ce qui est permis de construire, à savoir les autorisations administratives délivrées au titre du Code de l'urbanisme. Alors, comment savoir si votre installation agrivoltaïque est soumise à permis de construire, déclaration préalable ou n'est pas soumise, n'est soumise à aucune formalité?
Vous avez 3 facteurs à prendre en compte pour déterminer la soumission à ces types de formalités. C'est d'abord, est-ce que votre installation est localisée dans un espace protégé? Quelle est la puissance de votre installation et quelle est sa hauteur? Très simple. Ça, c'est pas propre aux installations agrivoltaïques, c'est propre à toutes les installations photovoltaïques. Et la grande question, c'est est-ce qu'il est possible de créer finalement un parc photovoltaïque sur une zone classée agricole par le PLU? Alors, avec tout ce qu'on vient de dire, vous vous doutez que maintenant que la loi a inscrit dans le code de l'énergie, voilà, la définition de cette installation agrivoltaïque, évidemment que c'est devenu possible. Ça l'est, et le code de l'urbanisme prévoit qu'en fait, plus largement, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole peuvent être implantées dans les zones agricoles et forestières si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que ce n'est pas que les installations agrivoltaïques, c'est beaucoup plus large que ça. Et la nouveauté en fait de la loi ENR, c'est que les installations agrivoltaïques sont désormais considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, donc elles rentrent bien dans cette définition, et elles peuvent être installées en zone agricole si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. A priori, si vous remplissez les critères d'une installation agrivoltaïque que j'ai décrite à l'instant, avec tous ces critères de revenus durables, de production significative agricole, de services rendus à l'agriculture, normalement, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité, donc c'est bon. Je précise que ça veut dire aussi une chose, c'est que il faut bien distinguer l'agrivoltaïsme du photovoltaïque sur sol agricole, puisque aujourd'hui, en fait, avec notamment cette nouvelle loi, on a ces deux notions qui coexistent. J'en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'agrivoltaïsme, mais je vous parlerai par moment du PV sur sol agricole. Ça va être en fait le PV qui ne remplit pas les critères de l'agrivoltaïsme. Attention, parce que ça, c'est les règles générales du code de l'urbanisme, mais il faut toujours vérifier le PLU, le plan local de l'urbanisme, ou le PLUI si vous êtes en intercommunalité, puisqu'il peut naturellement prévoir des dispositions plus restrictives en fonction des caractéristiques du territoire. Alors, là, je vous ai donné un petit peu les règles générales, mais pour les installations agrivoltaïques, vous avez des spécificités procédurales qui sont dues aux caractéristiques des installations agrivoltaïques et en fait, surtout à leur disposition sur des sols agricoles. On a rappelé tout à l'heure que l'agriculture, les sols agricoles ont un rôle crucial dans notre souveraineté alimentaire et ces spécificités procédurales, elles sont là pour garantir que l'installation agrivoltaïque qui est en projet ne va pas porter atteinte en fait à cette souveraineté alimentaire et à la production agricole de manière générale. Alors tout d'abord, vous avez l'obligation de réaliser en plus, ou dans le cadre en fait de ces autorisations administratives, une étude préalable agricole. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un document qui va vous permettre d'évaluer l'impact de votre installation sur la production agricole à l'échelle du territoire, sur le plan économique, principalement, c'est principalement d'un point de vue économique, d'un point de vue production agricole. En plus de cela, vous allez devoir informer immédiatement et le maire et le président de l'EPCI, enfin c'est le préfet qui va faire cette information, lorsque il est saisi d'une demande d'autorisation d'un projet agrivoltaïque. Donc il y a vraiment un porté à connaissance en fait des acteurs des territoires dès qu'il y a ce type de projet sur leur territoire. Je dirais que l'étape procédurale la plus importante et qui est propre aux installations agrivoltaïques, c'est l'avis conforme de la CDPENAF. J'ai pas toutes les lettres, c'est Commission départementale de protection de l'environnement, de la nature, de l'agriculture, de la forêt. Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là les lettres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette commission, elle est composée en fait de différents acteurs et notamment de représentants de la Chambre d'agriculture qui vont pouvoir donner leur avis sur ce projet. Si le département est couvert par un document cadre, je vais vous en reparler tout à l'heure, ce sera un avis simple. Par contre, s'il n'est pas couvert par un document cadre, c'est un avis conforme, donc l'autorité d'instruction du projet est tenue de s'y conformer. Donc vous voyez qu'il y a un avis des acteurs de l'agriculture sur ces installations agrivoltaïques. Important aussi, on a parlé tout à l'heure très rapidement de la réversibilité des installations agrivoltaïques. Pourquoi c'est important? Puisqu'on n'a pas envie d'avoir des
comment dire, des déchets en fait d'installations photovoltaïques, des installations qui seraient abandonnées sur les cultures et qui finalement contreviendraient à la possibilité ensuite d'en faire des cultures prospères. Et donc vous avez tout un tas de dispositions qui portent sur la nécessité de remettre en état et de démanteler l'installation à la fin de l'exploitation. Et ces prescriptions, elles doivent être dès le départ mises dans le permis de construire. C'est vraiment important. Par contre, pour les travaux de démantèlement, pour les faciliter, vous n'avez pas de formalité à faire au titre du Code de l'urbanisme. Vous voyez, tout est facilité pour que les installations soient le plus réversibles possible. Le document cadre, je l'ai cité tout à l'heure. Alors, c'est pareil, une nouveauté de la loi ENR. En fait, il s'agit d'un document qui sera pris par le préfet, encore une fois sur proposition de la Chambre départementale de l'agriculture, après consultation de la CDPNAF. C'est un document qui définit toutes les surfaces agricoles et forestières qui sont ouvertes à un projet d'installation photovoltaïque et les conditions dans lesquelles ces projets peuvent s'implanter sur ces surfaces. La condition pour être reconnue au sein de ce document cadre comme une surface qui peut accueillir des installations photovoltaïques, c'est que le sol doit être inculte ou non exploité depuis une durée minimale. Alors, les sols sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération. Je ne reviens pas sur ce que c'est la zone d'accélération. C'est une nouveauté, encore une fois, de la loi ENR. Ce serait trop long à expliquer. Mais si vous êtes curieux, vous pourrez la regarder. Et ce qui est important de comprendre, du coup, c'est que dans ce document cadre, finalement, le document ne contraint pas les projets d'agrivoltaïsme. Si vous êtes un projet agrivoltaïque, vous n'avez pas besoin que votre surface soit répertoriée dans le document cadre. Ça fait sens puisque vous voyez que dans le document cadre, il n'y a que des sols réputés incultes ou non exploités depuis une certaine durée qui sera ensuite précisée par décret. Nous, on a bien expliqué qu'il fallait au contraire qu'il y ait une vraie production agricole, quelle qu'elle soit, hein, culture ou élevage. En revanche, si votre projet n'est pas un projet agrivoltaïque, alors le projet photovoltaïque ne pourra pas être installé en zone agricole, pastorale ou forestière en dehors des zones identifiées par le document cadre. Autre autorisation administrative importante, nécessaire dans le cadre des installations agrivoltaïques, c'est les installations soumises, les autorisations au titre du Code de l'environnement et au titre du Code forestier. Une des premières questions que vous devez vous poser lorsque vous avez un projet d'agrivoltaïsme ou de manière générale d'énergie renouvelable, mais là on parle d'agrivoltaïsme, c'est est-ce que mon projet est soumis à la procédure d'évaluation environnementale? Comment je sais que mon projet est oui ou non soumis à une telle procédure? C'est les projets photovoltaïques qui sont d'une puissance supérieure à 300 kW crête. Lorsque c'est un projet au sol, l'évaluation environnementale est obligatoire. Si c'est un projet sur serre ou ombrière, alors l'examen se fait au cas par cas. En plus de cette procédure d'évaluation environnementale, ou plutôt dans le cadre de cette procédure environnementale, vous allez pouvoir peut-être demander une autorisation ou une déclaration IOTA. Ce qu'on appelle une déclaration IOTA, c'est lorsque votre installation a une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques. Alors attention, les installations photovoltaïques peuvent avoir une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques parce que notamment elles peuvent avoir une incidence sur l'écoulement des eaux. Si jamais vous avez des panneaux photovoltaïques qui couvrent les cultures et qui donc ont une incidence sur la récupération des eaux de pluie, eh bien, vous pouvez avoir l'obligation de déposer une demande de déclaration, une demande d'autorisation IOTA. Autre élément très important, les espèces protégées. Si vous êtes un porteur de projet, vous savez que vous ne pouvez pas couper à l'étude de faune-flore qui va vous dire si sur votre terrain vous avez des espèces protégées qui risquent d'être perturbées ou détruites par votre projet. Si c'est le cas, vous allez devoir demander une dérogation espèces protégées. Je ne rentre pas dans les critères nécessaires pour obtenir une telle dérogation, mais encore une fois, vous ne pourrez pas y couper si votre terrain abrite des espèces protégées. Ces deux autorisations, elles peuvent être demandées séparément, mais elles rentrent dans le cadre plus général de l'autorisation environnementale si certains seuils sont dépassés.
Autre point important, et je dirais que c'est un peu le troisième point important des autorisations administratives au titre du Code de l'environnement, vous avez l'eau, vous avez les espèces et vous avez le défrichement, les espaces boisés. Et notamment en agrivoltaïsme, vous avez très souvent en fait des petits défrichements ou des gros défrichements à opérer. Si vous souhaitez mettre en culture certaines zones, par exemple, vous devez demander une autorisation de défrichement. Mais attention, la nouvelle loi ENR a posé une limite très importante. Les installations photovoltaïques au sol ne sont pas autorisées dans les zones forestières si votre défrichement est soumis à évaluation systématique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les opérations de défrichement peuvent être soumises à évaluation environnementale. Vous avez deux possibilités. Soit votre évaluation environnementale est obligatoire en fonction de certains critères, soit elle ne l'est pas. C'est un examen au cas par cas qui est réalisé par l'autorité environnementale et dans ce cas-là, le défrichement peut être autorisé. En revanche, si votre défrichement est soumis à évaluation systématique, vous ne pourrez pas en réaliser. Peut-être certains d'entre vous sont en train de prendre peur. Cette disposition est applicable seulement pour les dossiers déposés à 12 mois à compter de la promulgation de la loi. Donc pas tout de suite. Parce que jusqu'à présent, c'est pas le cas. Mais attention à cette règle parce qu'elle est très importante et notamment en agrivoltaïsme, on a forcément des parcelles boisées parfois qui croisent notre chemin. J'en viens aux autorisations au titre du Code de l'énergie. Alors là, c'est beaucoup plus light. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autorisation d'exploiter, à part pour certaines autorisations, mais en général, pardon. Vous n'avez plus l'obligation de demander des autorisations auprès de la DGEC, surtout pour les petites installations agrivoltaïques. Vous avez en revanche l'obligation, une fois que votre installation est construite, de faire une demande de raccordement. Si votre installation fait plus de 12 MW crête, cette demande doit être faite auprès des fait moins de 12 MW crête, pardon, c'est Enedis. Si c'est plus, c'est RTE. Voilà, c'est assez basique, il n'y a pas de particularité propre à l'installation agrivoltaïque, c'est le cas pour toutes les installations photovoltaïques. Je voudrais vous parler aussi de la certification AFNOR. Alors, vous avez peut-être vu, en décembre 2021, il y a eu une sorte de nouveau label projet agrivoltaïque, enfin, c'est pas une sorte, c'est un nouveau label projet agrivoltaïque qui a été déposé en fait par l'AFNOR et qui fixe en fait un nouveau référentiel pour labelliser les installations agrivoltaïques. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a eu des clients qui nous ont posé la question, quel est l'impact par rapport aux autorisations administratives notamment? C'est bien d'avoir ce type de labellisation, ça fixe un référentiel, vous avez une liste de bonnes pratiques qui est réalisée et vous avez un contrôle qui est réalisé par un vérificateur indépendant. Il faudra bien vérifier que cette certification est à jour des dernières normes et dispositions de la loi ENR. Mais par contre, ça ne vous garantit absolument pas que vous allez obtenir l'autorisation administrative. C'est vraiment complètement décorrélé. C'est un organisme privé qui vous donne un label. C'est tout. J'en viens au montage contractuel. Vous me permettez, je fais une petite pause gourde. L'aspect contractuel des projets d'agrivoltaïsme est vachement intéressant et important parce que contrairement aux autres types de projets photovoltaïques classiques, où en général vous avez deux acteurs, le producteur d'énergie et le propriétaire du terrain, là vous avez trois acteurs. Vous avez l'agriculteur qui va continuer à exercer son activité sur la parcelle, vous avez le producteur d'énergie et vous avez le propriétaire du terrain. Donc la relation est désormais, je vous spoil un peu, la relation est désormais tripartite. Ça va être intéressant, il y a ce caractère tripartite qui est intéressant, mais il y a aussi le caractère de la dualité d'usage du terrain. Pour les autres types de photovoltaïques en toiture, sur les parkings, sur les champs, enfin sur des champs, pas champs agricoles, mais on parle de champs solaires, finalement, vous avez un seul usage du terrain, un usage photovoltaïque. Là, vous avez véritablement deux usages. Et donc, les contrats qui vont être passés entre les différents acteurs doivent refléter cette dualité d'usage pour que chaque acteur puisse mener à bien son activité de façon sécurisée. On va commencer par les contrats qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être choisis entre le propriétaire du terrain
et le producteur d'énergie. Le contrat roi dans les projets photovoltaïques, c'est bien sûr le bail emphytéotique. Vous en avez forcément entendu parler, sauf si c'est la première fois que vous vous renseignez sur les projets d'énergie renouvelable. Mais le bail emphytéotique, c'est le bail, je pense, le plus utilisé en matière de projets d'énergie renouvelable. Pourquoi il est apprécié? Parce que l'exploitant dispose d'un véritable, donc la personne qui prend à bail le terrain, dispose d'un véritable droit de propriété sur l'installation et d'un droit réel d'usage et de jouissance du terrain. La durée très longue du bail emphytéotique est aussi très appréciée puisque c'est entre 18 et 99 ans. Pendant les 18 premières années, le contrat est quasi impossible à remettre en question. Quelles sont ses obligations à lui, au preneur? Il est tenu d'une obligation générale de conservation et d'entretien du bien. C'est lui qui doit réparer le terrain si jamais il y a des soucis. En revanche, le preneur dispose d'une liberté d'affectation totale. Donc, il peut faire ce qu'il veut sur la parcelle. C'est très important. J'ai l'impression que certains clients ne comprennent pas à quel point c'est important la liberté d'affectation du preneur, c'est-à-dire de l'exploitant d'énergie renouvelable. Ça signifie que le bail ne peut pas contenir de clause qui va encadrer l'usage que le preneur fait du bien. Ça veut dire qu'en tant que propriétaire, vous ne pouvez pas mettre dans le bail le preneur, l'exploitant, devra mettre une installation photovoltaïque sur le terrain. Une fois que l'installation photovoltaïque, que l'exploitant a signé le bail, il peut faire ce qu'il veut de votre terrain. S'il veut mettre, dans la limite évidemment des limites générales de respect, de trouble anormal du voisinage, etc., mais sinon, il peut mettre absolument ce qu'il veut sur votre terrain. S'il veut mettre des caravanes, dans la limite du respect des autres réglementations, mais il peut faire absolument ce qu'il veut du terrain. Il n'est pas du tout contraint de mettre une installation photovoltaïque. Ça signifie que si dans votre bail emphytéotique, vous avez une clause qui dit l'exploitant, le preneur à bail met une installation photovoltaïque sur le terrain, le bail emphytéotique, en cas de contentieux, pourrait être requalifié par le juge en bail de droit commun. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les avantages pour lesquels vous aviez choisi le bail emphytéotique, à savoir les droits réels sur le terrain, qui vous ont peut-être permis aussi d'avoir le financement par la banque, puisque droit réel signifie possibilité d'hypothèque, et les banques demandent très souvent une possibilité d'hypothèque. Ça signifie que tout le régime juridique du bail emphytéotique ne s'applique plus, et donc vous aviez choisi un régime en connaissance de cause, et finalement c'est plus celui-là qui s'applique, c'est un régime complètement nouveau de bail de droit commun, c'est pas celui que vous aviez choisi. Et si jamais vous aviez consenti une hypothèque, notamment dans le cadre d'un financement, eh bien cette hypothèque peut être remise en cause. Vous voyez donc que c'est très important. Pourquoi pas le bail emphytéotique? Mais dans ce cas-là, il faut savoir que vous ne devez pas encadrer l'activité du preneur à bail. Vous ne devez pas écrire « le preneur devra installer une installation photovoltaïque sur le terrain ». Voilà. Petit tips. C'est même plus qu'un tips, là c'est presque une règle d'utilité générale, une information d'utilité générale. Deuxième inconvénient, à mon sens, du bail emphytéotique, c'est que le bail ne peut pas contenir de clause de résiliation unilatérale et par anticipation avant les 18 premières années. Ça veut dire que vous êtes, entre guillemets, coincé. Alors, c'est bien ou c'est pas bien en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais si jamais le projet n'est plus rentable, vous ne pouvez pas en sortir avant 18 ans. Vous avez vu qu'avec les conditions, la guerre en Ukraine, vous voyez un petit peu que le contexte économique, géopolitique, climatique peut avoir un impact extrêmement fort sur les conditions de revente de l'électricité, à la hausse comme à la baisse. Si jamais, par exemple, votre autorisation administrative d'exploiter, par exemple, vous avez obtenu, je ne sais pas moi, un permis de construire, vous avez obtenu une autorisation environnementale et que finalement, au bout de 3 ans, 5 ans, elle est annulée, pareil, pas de possibilité de résilier unilatéralement. Si jamais vous avez un événement de force majeure qui a dégradé votre installation, qui l'a complètement détruite, pareil, pas de clause de résiliation unilatérale avant les 18 premières années.
Donc, encore une fois, c'est un risque, un choix que vous pouvez faire, mais il faut que vous le fassiez en connaissance de cause avec ces éléments en tête. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ce contrat qu'il est possible de choisir en matière d'agrivoltaïsme entre le propriétaire du terrain et le producteur d'énergie. Vous avez deux autres types de contrats, deux alternatives que je voudrais vous présenter. Il n'y a pas de bon ou de mauvais contrat. C'est vraiment du sur-mesure. À chaque fois que vous avez un projet, vous devez vous poser la question, quel est le type de contrat le mieux adapté à ma situation? La première alternative qui est régulièrement proposée, c'est le bail à construction. Pourquoi le bail à construction? Parce que il permet d'offrir un petit peu le même type d'avantage que le bail emphytéotique, c'est-à-dire que l'exploitant dispose d'un droit réel d'usage et de jouissance sur le terrain, que pareil, c'est une très longue durée, entre 18 et 99 ans. Là, l'obligation du preneur, c'est de construire sur le terrain. Donc là, contrairement au bail emphytéotique où vous faites ce que vous voulez, vous pouvez laisser le terrain à l'abandon pendant 30 ans, voilà, personne ne vous dira rien. Là, l'obligation majeure du bail à construction, comme son nom l'indique, c'est que le preneur doit construire quelque chose sur le terrain et conserver la construction en bon état pendant toute la durée du bail. Et la bonne nouvelle, c'est que le bailleur peut encadrer la construction, le type de construction et voilà, imposer finalement des restrictions, par exemple d'emplacement, ce genre de choses. Le bail à construction présente également des avantages fiscaux pour les acteurs. Là où il y a un léger souci avec le bail à construction, c'est qu'il y a une incertitude autour de la notion de construction. C'est-à-dire que selon la réglementation, les travaux doivent être immobiliers et substantiels. Ça veut dire que la réhabilitation légère n'est pas possible, les constructions accessoires aux constructions existantes ne sont pas possibles, ça doit vraiment être une vraie construction. Est-ce que les panneaux photovoltaïques sur un terrain agricole sont considérés comme une construction? Eh bien, il y a une incertitude sur ce point. Alors, je précise. L'installation de panneaux solaires au sol, c'est défini explicitement comme une construction par le Code de l'urbanisme. Donc pour ça, il n'y a pas de sujet. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Les centrales au sol, c'est OK. On peut faire un bail de construction. En revanche, il y a toute une jurisprudence dans laquelle les juges ont pris une position un peu plus inverse. Donc c'est dans le cadre de la jurisprudence sur la responsabilité décennale des constructeurs d'ouvrages. Peu importe. Mais le fait est que selon cette jurisprudence, la notion de construction, les panneaux photovoltaïques, pardon, je reprends, les panneaux photovoltaïques sont considérés comme une construction uniquement dans la mesure où ils sont intégrés au bâti et se substituent en tout ou partie à la toiture en assurant le clos et le couvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les centrales toiture, on n'est pas en agrivoltaïsme, mais je vous donne quand même, je vous explique les contrats photovoltaïques, donc je vais jusqu'au bout du raisonnement. Pour les centrales toiture, c'est que les centrales qui sont le toit et non pas qui sont posées sur un toit plat, qui sont considérées comme des constructions. En gros. Autre alternative que vous pouvez utiliser en matière d'agrivoltaïsme, c'est le bail civil de droit commun. C'est le bail classique en fait. Pourquoi le bail civil de droit commun peut être une bonne alternative? Parce que ce bail, finalement, vous pouvez écrire à peu près tout ce que vous voulez dedans. Il y a une très grande liberté contractuelle, mais vous avez tout à fait la possibilité d'encadrer l'action du preneur et du bailleur, c'est-à-dire que, à part devoir payer un prix au bailleur pour utiliser le terrain et le bailleur de lui donner le terrain pour qu'il puisse en jouir paisiblement, finalement, il n'y a pas d'encadrement légal, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. En termes de durée, ça peut être un CDD ou un CDI, j'ai envie de dire, durée déterminée ou indéterminée. Vous pouvez naturellement encadrer l'action, donc ça veut dire que vous pouvez dire, voilà, le preneur à bail a le droit d'utiliser le terrain uniquement pour y mettre une installation photovoltaïque et les diverses installations techniques qui sont liées. Il devra nécessairement, cela devra être une installation agrivoltaïque, par exemple, qui répond aux critères légaux prévus par le Code de l'énergie, etc., etc.
Vous avez vraiment là la possibilité de faire du sur-mesure, d'encadrer les relations contractuelles de façon véritablement très précise. Et donc, pour les projets agrivoltaïques, c'est particulièrement, on va dire, pertinent parce que vous avez toutes ces particularités du fait de la dualité d'usage qui peuvent être prévues et pensées au sein du bail civil. Pourquoi le bail civil est encore quelque chose qui rend frileux les exploitants et en général les porteurs de projets? Pourquoi? Parce que le preneur à bail, contrairement au bail à construction et au bail emphytéotique, n'a pas de droit réel sur la parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque ne peut pas vous demander d'hypothéquer une partie du terrain pour vous financer le projet. Et ça, forcément, tant que l'ensemble des acteurs n'aura pas compris en fait les avantages de ce type de contrat, vous aurez des acteurs financiers, des acteurs de financement, des banques qui ne voudront pas financer des projets si vous n'avez pas de bail emphytéotique ou de bail à construction, mais un bail civil. Je préfère être honnête avec vous, il y a des réticences encore du côté financement sur ce type de contrat, alors que finalement, c'est pas forcément très bloquant parce que le preneur dans le bail civil de droit commun a un droit de propriété sur tout ce qu'il va construire sur le terrain pendant la durée du bail. C'est-à-dire que quand il construit une installation agrivoltaïque, il a un droit de propriété dessus et donc il peut mettre une hypothèque sur cette installation photovoltaïque. Et donc potentiellement, vous pouvez avoir un financement sur ce point-là. C'est une piste à explorer avec vos financeurs. Mais en tout cas, il n'y a pas d'absence totale de droit réel sur la parcelle. Vous avez un droit réel sur les installations. Pas sur le terrain en lui-même, mais sur les installations. Et surtout, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité d'insérer plein de clauses en fait, qui sont super utiles, notamment en agrivoltaïsme. Et en photovoltaïque, vous avez la possibilité d'insérer des clauses de résiliation de plein droit. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être tout à fait intéressant en fonction de votre situation en tant que porteur de projet. Vous pouvez définir quel type d'installation vous allez mettre sur la parcelle. C'est important en matière d'agrivoltaïsme parce qu'il est possible que vous disiez, voilà, j'ai envie que l'installation agricole, que la production agricole continue sur cette parcelle uniquement de la production agricole. Vous pouvez avoir en fait un véritable contrat sur mesure. La difficulté, c'est que comme ce n'est pas encadré légalement, vous avez intérêt à ne rien oublier dans le contrat. Et donc, vous avez intérêt à vous faire baquer et accompagner par un avocat et un notaire si jamais c'est un bail. De toute façon, si la durée du contrat est supérieure à 12 ans, vous devez passer devant le notaire. Mais si vous le pouvez, avocat et notaire, c'est vrai que c'est particulièrement recommandé. Mais pour moi, c'est une excellente solution qui n'est pas assez utilisée. Donc voilà, je fais œuvre de pédagogie avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez porter la bonne parole du bail civil de droit commun. J'espère que vous aurez compris que cette liberté contractuelle, elle permet en fait d'avoir des contrats qui sont 100% adaptés et en particulier à la notion d'agrivoltaïsme. Entre le producteur d'énergie et l'exploitant agricole maintenant, puisque là on a vu les contrats entre le producteur et le propriétaire, mais il y a une troisième personne dans ce montage et dans ce projet, c'est bien sûr l'exploitant agricole qui va exploiter la parcelle, qui va continuer à l'exploiter ou commencer à l'exploiter, ça dépend. Entre le producteur d'énergie et l'exploitant agricole, comme c'est le producteur d'énergie qui dispose de la maîtrise du terrain, c'est avec lui que l'exploitant agricole va passer son contrat, et plus directement avec le propriétaire du terrain. Alors, quel type de contrat vous pouvez choisir? Vous avez deux types de contrats, le bail rural qui sont régulièrement usités, le bail rural et le prêt à usage. Le bail rural, a priori, c'est le bail rural classique que vous connaissez, c'est-à-dire, en tout cas que les personnes qui sont dans le domaine agricole connaissent très très bien. C'est un bail vraiment centenaire, on connaît extrêmement bien ce régime. Il est assez sécurisant et puis il y a quelque chose d'assez connu en fait chez les exploitants agricoles, donc ils aiment aussi bien passer par le bail rural. La seule difficulté, c'est que le bail rural implique le versement d'un loyer.
c'est un bail. Enfin, je veux dire, c'est comme tout bail, comme vous, quand vous êtes locataire, vous versez un loyer. Or, il est vrai que dans les projets d'agrivoltaïsme, finalement, lorsque le porteur de projet va monter son projet, la rentabilité financière du projet ne repose en général pas sur le loyer versé par l'agriculteur pour exploiter la parcelle. Et j'irai même plus loin, pour convaincre des exploitants agricoles et des propriétaires de mettre des installations agricoles sur leur parcelle, en général, il va falloir aller un petit peu plus loin que lui dire « vous pouvez verser un loyer dans le cadre d'un bail rural ». En général, il va falloir passer par la gratuité de l'exploitation pour l'exploitant agricole. Et dans ce cas-là, l'utilisation du prêt à usage et du commode, c'est la même chose, un prêt à usage commoda, c'est deux termes pour le même contrat, devient utile, puisque le prêt à usage, finalement, c'est tout simplement un prêt. Pas plus clair que ça. Le producteur d'énergie prête son terrain à l'exploitant agricole pour qu'il l'utilise pour exploiter ses cultures ou ses animaux. Le point super important, c'est que le prêt doit forcément être gratuit. Et encore une fois, ce n'est pas forcément dérangeant dans les projets d'agrivoltaïsme, puisque généralement, en tout cas dans les projets que nous on rencontre, le versement du loyer en fait par l'agriculteur n'est clairement pas ce qui permet la rentabilité du projet. Donc il n'y a pas de difficulté. Et la bonne nouvelle, c'est que le contenu du contrat de prêt est assez libre, et donc vous pouvez mettre différentes clauses qui permettent d'encadrer en fait cette relation entre producteurs d'énergie et exploitants agricoles. Et je dirais que c'est vraiment très important, parce que c'est ça la relation qui va être quotidienne sur une parcelle agrivoltaïque, c'est vraiment la relation entre producteurs d'énergie et exploitants agricoles. C'est ces deux activités qui au quotidien vont se superposer. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier du coup? Côté agriculteur, les modalités de mécanisation pour préserver la centrale photovoltaïque. Ben oui, si vous avez un tracteur de 5 mètres de haut et que les ombrières sont à 4 mètres, c'est pas possible, vous allez abîmer. Ou en tout cas, il faut qu'elles soient d'une hauteur suffisante. Vous savez que les panneaux photovoltaïques présentent un risque d'incendie. Il faut que l'exploitant agricole qui travaille sur cette parcelle tous les jours soit formé au risque d'incendie que présente cette installation, et donc puisse répondre, en tout cas savoir comment répondre et comment réagir. Certaines règles de sécurité, naturellement. Si jamais vous avez un élevage ovin, par exemple, vous devez faire attention, parce que vous savez que les chèvres et les moutons adorent ronger tout ce qui passe, et que parfois, il y a de l'électrique, il y a du fil électrique. Donc voilà, ce type de choses. Pareil, hauteur des plantations. Si jamais vous cultivez un type de plantation qui est trop haut par rapport aux ombrières photovoltaïques, vous risquez d'abîmer les ombrières. De même, les produits phytosanitaires que vous employez pour faire pousser les cultures, repousser les nuisibles, etc., ils peuvent être très toxiques et très corrosifs, et donc abîmer les panneaux photovoltaïques. Donc, toutes ces contraintes doivent être inscrites dans le prêt à usage, en fonction, bien évidemment, de celles qui sont adaptées à votre projet, pour que finalement tout soit bien encadré et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises, parce que je rappelle que ce sont des relations de longue durée. Donc il ne faut pas que vous ayez de mauvaises surprises sur des choses qui peuvent paraître des détails pratiques et qui en fait peuvent se révéler des soucis qui coûtent plusieurs milliers, voire millions d'euros lorsqu'ils se présentent. Côté producteur d'énergie, il ne faut pas oublier qu'il doit s'assurer pour les dégâts qui seraient potentiellement causés aux cultures ou aux animaux pendant les opérations sur la centrale, puisqu'il va y avoir des opérations de maintenance, etc. Il n'est pas impossible que les cultures ou les animaux soient perturbés ou voilà, subissent des dégâts. Il faut bien évidemment prévoir cette éventualité. Ce qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est qu'il faut prévoir le pire. Le pire dans chaque contrat et l'encadrer. C'est un peu le principe cardinal que vous devez retenir. Je vais terminer rapidement sur le financement, puisque je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Globalement, vous connaissez peut-être ou pas les modalités de vente de l'électricité pour les installations agrivoltaïques. C'est à peu près finalement la même chose que pour les installations photovoltaïques classiques. Je vais faire un focus
sur les appels d'offres de la CRE, parce que c'est ce qui a changé récemment et c'est ce qui présente le plus de spécificité. Vous aurez de toute façon le support de présentation, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire un peu plus en détail sur ce qui est le tarif d'achat réglementé, un PPA, etc. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a une formation sur le PPA dispensée aussi par le cabinet dans 2 semaines, si je ne m'abuse, ou 1 semaine. La date est au début du PowerPoint. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur ce webinaire. J'en viens aux appels d'offres de la CRE. Donc, vous savez que les appels d'offres de la CRE, en fait, permettent aux porteurs de projets de proposer à la CRE un prix d'achat d'électricité qui sera compris dans un intervalle qui a été déjà prévu dans le cahier des charges qui est fourni par la CRE. Pour les installations photovoltaïques, c'est l'appel d'offres installation de production d'électricité innovante à partir de l'énergie solaire que vous devez regarder. Donc, il y a un cahier des charges spécifique. Le Code de l'énergie a spécifié depuis la loi ENR que les installations agrivoltaïques peuvent participer aux appels d'offres de la CRE. Bon, c'était déjà le cas dans les faits, hein. Il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça, mais bon, c'est toujours mieux, ça va toujours mieux en le disant, hein. J'ai l'impression que c'était ça un peu l'esprit. Et peut-être que ça signifie que la CRE va sortir un nouveau cahier des charges ou un nouvel appel d'offres spécifique pour les installations agrivoltaïques, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, en l'état, vous devez produire un mémoire technique qui permet de démontrer la synergie entre la production d'électricité et l'usage agricole. Alors finalement, ça rejoint un petit peu ce que vous devez faire pour les autorisations administratives urbain et environnement, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'était déjà le cas en fait dans les appels d'offres de la CRE pour l'agrivoltaïsme. Attention, si vous faites de l'agrivoltaïsme en autoconsommation, vous ne pourrez pas prétendre à un appel d'offres de la CRE. Voilà. Petite nouveauté de la loi ENR, j'en finirai par là. Le fait que l'installation soit agrivoltaïque va être prise en compte dans les conditions d'achat, dans le cadre de l'obligation d'achat, donc tarif réglementé, et du complément de rémunération. Pris en compte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, peut-être que ça voudra dire que ce sera minoré, majoré, c'est pas clair, hein. Cette nouvelle disposition peut-être va-t-elle être précisée par décret. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le caractère particulier et spécifique des installations agrivoltaïques va désormais être pris en compte dans toutes les composantes, pas seulement dans la composante je dois faire une autorisation administrative pour faire mon projet, mais aussi dans la composante je fais financer mon projet. Il a une particularité, il est agrivoltaïque. C'est pas seulement une installation photovoltaïque lambda, c'est une installation agrivoltaïque et donc cette spécificité va être prise en compte dans les modalités de financement. C'est ça que vous devez retenir. Et enfin, important à retenir pour les exploitants agricoles, et la clarification est vraiment bienvenue, la présence de l'installation agrivoltaïque sur une parcelle agricole ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de la part de la PAC. Donc ça, c'est très important pour les exploitants agricoles. Et si vous faites de la prospection en tant que porteur de projet auprès d'exploitants agricoles ou de propriétaires exploitants, parce que parfois les deux se rejoignent, c'est important qu'ils sachent que ça ne va pas compromettre leur éligibilité aux aides de la PAC. Voilà, je vous ai donné énormément d'informations. J'espère que j'ai été relativement claire. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de poser toutes vos questions. Nous avons 6 minutes. Margot. Alors, une première question. Bonjour, est-ce qu'on considère que les installations agrivoltaïques sont à la fois des équipements collectifs et nécessaires à l'activité agricole, ou est-ce qu'elles relèvent uniquement de la nécessité à l'activité agricole? C'est une très bonne question. J'imagine que vous posez cette question par rapport au PLU, puisque souvent les PLU prévoient que dans les zones agricoles, vous pouvez mettre des installations d'intérêt collectif. Je crois que c'est ça la formulation du Code de l'urbanisme. Jusqu'à présent, c'était le cas. La jurisprudence considérait qu'effectivement, les installations agricoles, si elles étaient, les installations photovoltaïques, si elles contribuaient au maintien significatif d'une production agricole sur le terrain, étaient bien des installations d'intérêt collectif. Là, on a cette nouvelle notion dans le Code de l'urbanisme. Je ne pense pas que ça va changer en fait la jurisprudence.
à partir du moment où on considère que c'est nécessaire à l'activité agricole, je pense que ces deux notions vont être voisines. En tout cas, jusqu'à présent, c'était le cas. C'était l'état de la jurisprudence jusqu'à présent, et je vois mal qu'elle soit modifiée, puisque ça signifierait que tous les PLU actuels qui contiennent ce type de dispositions un petit peu génériques excluraient de facto l'installation agrivoltaïque, alors que c'est pas du tout le sens de la jurisprudence. Donc non, je pense que ces deux notions recouvrent effectivement les installations agrivoltaïques. C'est ma position personnelle. Je ne dis pas qu'elle a la valeur de parole d'évangile, mais ce serait complètement illogique de revenir sur 15 ans de jurisprudence sur ce point. Voilà. Autre question. Concernant les zones boisées, si j'ai bien compris, deux possibilités en raison de la puissance. Soit il est possible d'installer un PV, soit cela est interdit. Un PV, c'est ça? Oui. Alors, pardon, je me suis mal exprimée. Le défrichement en lui-même est soumis à évaluation environnementale. Peu importe que vous ayez un projet d'agrivoltaïsme, l'opération de défrichement en elle-même est soumise à évaluation environnementale. En fonction de certains seuils, que je n'ai malheureusement pas en tête, cette évaluation environnementale, elle est soit obligatoire, soit facultative. On parle d'un examen au cas par cas. C'est-à-dire que c'est l'autorité environnementale qui va apprécier si oui ou non vous devez faire une évaluation environnementale. Si vous êtes dans le premier cas, à savoir que l'évaluation environnementale est obligatoire, vous ne pouvez pas mettre de PV pour le défrichement. Si vous êtes dans le deuxième cas, à savoir que votre évaluation environnementale n'est pas obligatoire, elle relève d'un examen au cas par l'autorité environnementale, dans ce cas-là, il est possible de mettre une installation PV. C'est l'opération de défrichement, qui compte, et l'évaluation sur cette opération de défrichement. J'espère que j'ai été claire. Si c'est pas clair, vous pouvez nous écrire. On vous mettra l'adresse à la fin. Alors, autre question. Quel type de bail une collectivité peut signer avec un exploitant, producteur-développeur, sur son foncier public ou public-privé? Ah, c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, là, j'ai abordé surtout les notions de bail privé, principalement parce que même quand c'est des collectivités, en général, c'est du domaine privé, et que dans ce cas-là, vous concluez des contrats comme ceux que je viens de vous expliquer. Vous avez différents types de contrats, mais en fait, ça va être les contrats classiques, BEA, AOT, concession, enfin, en fonction du type de projet. Je ne peux pas vous donner là comme ça en 10 secondes les avantages et les inconvénients, mais vous allez retrouver en fait les contrats classiques d'occupation du domaine public. Il n'y a pas de particularité propre aux installations agrivoltaïques. Autre question, concernant le bail emphytéotique. Considère-t-on que le propriétaire qui veut imposer la constitution d'une garantie financière peut constituer une limite du droit d'usage qui pourrait entraîner une déqualification du bail emphytéotique en bail simple? C'est une bonne question, ça. Je ne me la suis pas encore posée. Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait vérifier la jurisprudence sur ce point. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'obliger son preneur à constituer des garanties financières, c'est limiter son usage? Je dirais que ça se défend quand même. Ça se défend enfin, moi, je pencherais plutôt pour un non. Mais je suis pas certaine. Honnêtement, là comme ça, je peux pas vous donner une réponse définitive. Faudrait faire une recherche approfondie sur la question. Mais là comme ça, une constitution de garantie financière, c'est quand même un petit peu éloigné de l'usage en lui-même du terrain. Donc, je dirais que ça se défend que non. Mais bon, là comme ça, je vous donne mon avis. J'ai pas du tout fait de recherche approfondie sur la question. Mais c'est une bonne question. C'est traître. Ça peut constituer un risque, mais bon, là comme ça, je dirais, enfin, ça me semble pas d'une évidence telle que je vous dis ah bah oui, là c'est évident, ça pourrait être requalifié. C'est pas évident. Je n'ai pas fait la recherche approfondie, donc je réserve ma réponse. Mais voilà mes premières réflexions en tout cas.
On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Margot? Une dernière. Une dernière, alors. Que devient le bail agricole en vigueur entre le propriétaire et l'exploitant? Est-il résilié, suspendu? Très bonne question. Ça va dépendre de ce que vous avez prévu. En général, comme le bail était conclu entre le propriétaire du terrain et l'exploitant agricole, et que désormais l'exploitant agricole va conclure un bail non plus avec le propriétaire directement, mais avec le producteur d'énergie, donc c'est une personne différente, le bail sera résilié pour être conclu immédiatement avec le producteur d'énergie. Mais ça dépend des situations. Si jamais, par exemple, vous êtes sur une durée courte, on peut imaginer une suspension de longue durée. Enfin, en fait, ça dépend. Mais en général, si vous êtes dans le premier cas que je viens d'évoquer, qui est quand même relativement courant, ça va être plutôt comme ça, une résiliation à la date du jour où vous conclurez un nouveau bail avec le producteur d'énergie, qui est donc aujourd'hui celui qui a la maîtrise du terrain sur lequel vous allez faire votre exploitation agricole. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Vous étiez encore nombreux, donc c'est toujours agréable d'échanger ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à contact@huglot-lepage.com. Retrouvez le prochain webinaire. Alors attendez, il faut que je retrouve la liste. Le prochain, c'est quel jour à quelle heure? C'est mercredi prochain de midi à 13h sur l'autoconsommation collective et les PPA. Donc, n'hésitez pas si c'est des sujets qui vous intéressent. Et celui d'après sera sur la commande publique, la domanialité publique et l'autoconsommation collective. Peut-être que la personne qui nous a posé la question sur le domaine public sera intéressée par ce webinaire jeudi 6 juillet de midi à 13h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir.